Bonjour Alexis Bardinet, Salut Victor, enchanté. merci de me recevoir. Écoute, ravi de t'accueillir à Globe Audio. Alors je vais commencer par une petite introduction si ça ne te dérange pas. Donc tu es ingénieur du son mastering, tu as fondé Globe Audio en 1999 avec Bertrand Reboulot et au fur et à mesure des années tu es devenu un des grands noms du mastering en France avec même une certaine aura à l'international. Tu as par exemple travaillé pour SCH, Youssou N'Dour, Mylène Farmer, Gregory Porter, Ibrahim Malouf, pour ne citer que les plus connus. Et tu as la particularité de travailler à Bordeaux depuis 20 ans, alors que le métier est traditionnellement implanté à Paris. Et enfin, parce que je ne suis moi-même qu'un ingé son, je suis obligé de mentionner ta cabine, à laquelle toi et Bertrand Reboulot ont accordé beaucoup d'importance. Une pièce assez grande, avec des belles dînes audio intégrées au mur juste derrière toi, et complétée par d'autres enceintes pour faire un 5.1, on y reviendra plus tard. Et enfin, tu as d'une certaine manière fait le tour du monde à vélo. Voilà, est-ce que j'ai tout bon? T'as tout résumé, écoute, je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Dans l'introduction, c'est tout à fait ça. Parfait. Alors, est-ce que tu peux commencer un peu par déjà nous définir un peu ce que tu fais tous les jours ici dans cette cabine et avec tes assistants? Alors moi, donc, je suis ingénieur de mastering, c'est-à-dire que je m'occupe de tout ce qui va être finalisation d'un projet. Donc ça va être toute la gestion de la partie son, au niveau de l'équilibrage, des graves, des aigus, la gestion du niveau, mais aussi tout ce qui est de l'ordre de la mise en place des espacements entre les titres, des fondus, des fade-in, des fade-out et de la livraison des masters dans les différents formats. Donc essentiellement, on livre pour le digital, pour toutes les plateformes, pour le streaming, pour le CD, pour le vinyle aussi, un petit peu pour le DVD. Donc en gros, ma journée, c'est que chaque jour, j'accueille des groupes ici à Globe Audio, à Bordeaux, et ils arrivent le matin, et le soir, en général, on a fini le projet, et le projet part après dans la nature. Donc en gros, chaque jour, c'est un petit peu une nouvelle aventure, une nouvelle rencontre. Alors les gens sont souvent présents avec moi en cabine, mais Covid oblige, et puis les gens qui ont aussi l'habitude de venir ici maintenant, pas mal de gens me font travailler à distance. Voilà, moi les deux façons de travailler me vont bien. Donc en gros, c'est chaque journée, voilà, c'est un peu consacré à la finalisation d'un nouveau projet. Tu nous dis que beaucoup de gens viennent dans ton studio. Aujourd'hui, c'est assez, au final, c'est pas banal quand même qu'on vienne en mastering célébrer la fin du disque et écouter effectivement ce que fait l'ingénieur du son mastering. Et en plus, tu es à Bordeaux. Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler de ça, des sessions, de comment tu fonctionnes, toi, le fait que tu fonctionnes beaucoup avec des gens qui sont dans ta session à distance ou directement à côté? Alors, bon, déjà, le fait du choix d'être à Bordeaux, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. Moi, je suis originaire d'ici, mais c'est vrai qu'après, j'ai longtemps vécu à Paris, j'ai fait mes études et j'ai travaillé aussi pas mal à Paris au début, avant de fonder Globe Audio. La problématique qu'on a eue, c'est qu'on n'aurait jamais pu créer un endroit comme ici, sachant qu'ici, on a deux cabines de mastering. C'est la grande cabine, donc le studio A qui est en 5.1, on a le studio B qui est en stéréo. On a le studio C qui est plus une cabine de montage et d'export. On a 200 mètres carrés de locaux, donc qui sont consacrés au mastering. 200 mètres carrés à Paris, évidemment, il y a 20 ans, ça aurait été complètement impensable. Donc le choix de Bordeaux, on a été un petit peu contraint, dans le sens où de toute façon, on n'aurait pas pu créer quelque chose, sachant qu'on partait de rien en étant à Paris. Donc déjà ça c'est la première donnée du problème, c'est que bon, on est parti sur Bordeaux et on a eu la chance de trouver un local qui est juste à côté de la gare. Ça c'est vrai que c'était un peu le coup de bol, parce que c'est super pratique, les artistes ils descendent du train, on est vraiment à 5 minutes à pied, les gens qui viennent en avion ils prennent la navette, et puis c'est très pratique d'accéder au studio, donc ça c'est assez simple. Après, le fait de vouloir accueillir, il y a deux choses derrière. Il y a le fait que moi, c'est vrai que je suis aussi musicien, je faisais beaucoup de musique avant, et que j'aime bien inclure l'artiste dans ce process. Et j'ai l'habitude de gérer pas uniquement des ingé-sons, j'ai l'habitude aussi de gérer des fois des artistes qui n'ont aucune connaissance du mastering ou des machines qu'on utilise, mais qui ont une idée du résultat qu'ils veulent. Et donc, je trouve ça plutôt assez agréable d'avoir des gens avec moi pour m'aiguiller un petit peu. Et comme je travaille, tu dois t'en rendre compte un petit peu, dans les deux cabines d'ailleurs, avec énormément d'outils analogiques, avec souvent des chaînages assez lourds. C'est vrai que moi, dans ma façon de faire, j'aime bien utiliser pas mal de machines qui font des petites choses. Donc je travaille beaucoup avec des strats, avec des multibandes, avec du DSing, avec beaucoup de MS. Ça veut dire que quand je travaille, la possibilité de recall est quand même complexe. Et moi, ça,
Je ne crois pas trop non plus au fait de retoucher 50 fois un projet pour arriver à quelque chose de bien. Moi, je crois plus au travail d'instinct, que quand tu as un mix qui est bien préparé, tu arrives à trouver un mastering qui fonctionne et puis tu délivres à l'artiste ce qu'il veut. Et ça, j'en tiens pour preuve 20 années d'expérience où la plupart du temps, voilà, les artistes arrivent encore une fois le matin, qu'ils soient présents ou pas, et on arrive dans la journée à tout faire, à tout régler, et ils sont satisfaits et on a exactement ce qu'ils veulent. Donc, qu'ils soient présents ou pas, pour moi, la donnée est la même, c'est-à-dire que quand ils sont là, ils écoutent avec moi, ils amènent leur casque, ou ils connaissent suffisamment le système ici et ils font confiance, et puis quand ils sont chez eux, ils valident, et ça leur permet d'intervenir dans le process, de faire le retour si besoin en temps réel, au moment où je le fais, et moi de ne pas tricher, c'est-à-dire de ne pas travailler avec du plugin, un ordi, et puis délivrer un résultat qui serait pas à la hauteur. D'accord. Donc là, c'est tout l'intérêt du coup pour toi d'être avec les clients vraiment en direct, c'est que tu as beaucoup de machines analogues, et donc les recalls sont assez complexes dans ton cas. Elles sont jamais impossibles. Je prends toujours une empreinte globale de ce que je fais. Donc je note toujours ce qu'il y a, parce qu'il arrive toujours qu'il y ait une modification sur un mix, que les gens décident a posteriori de changer quelque chose. Mais quand même, la majorité des cas, j'essaye d'arriver à donner le meilleur résultat possible au premier coup. Donc souvent, et plein de projets sont faits comme ça sur une année, c'est à peu près... ça dépend, c'est vrai que là, depuis les dernières années, c'est une activité quand même très très intense, mais on est entre 250, 300 projets à peu près sur une année. Et il y a une grande quantité de ces projets, tout est fait dans la journée, il n'y a pas de retouche, on ne revient pas dessus, et puis les masters sont délivrés, et puis ils partent au pressage, et puis les artistes reviennent 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, donc j'imagine qu'ils sont contents. Exactement, la fidélité, c'est souvent un signe de confiance des artistes. Ça aussi, j'y crois pas mal, ouais. Bon, je t'ai posé que des questions faciles, mais maintenant je suis obligé de te demander ce que c'est que le mastering. Oui. Le mastering, comme je te disais, c'est à l'introduction, je faisais un petit peu. Pour moi, j'aime bien dire que c'est, pour simplifier, que c'est un peu la cerise sur le gâteau, ou c'est le vernis final. J'aime bien expliquer ça comme ça. Pourquoi ? Parce que, pareil, moi je crois pas trop au travail du stem mastering, de finalement ne pas aboutir à un mix, et puis d'arriver au mastering avec 20 ou 25 pistes, de devoir les retraiter individuellement. Finalement, on ne fait que reporter la décision. Moi, je crois, je suis un peu pas de l'ancienne école, mais j'aime bien cette approche de dire que un bon mastering, ça commence déjà par des bonnes prises, un bon mix, et à partir de ça, si on a ça qui est prêt, le mastering, ça sera le vernis final ou la cerise sur le gâteau. C'est le moment où le projet, on peut lui amener une certaine dimension, une certaine couleur, une certaine chaleur, mais c'est pas pour moi l'endroit où tout doit se faire. Il faut vraiment que ce soit, pour moi l'audio c'est vraiment une chaîne, et c'est pour ça aussi que j'attache beaucoup d'importance à connaître les différents intervenants, et je suis souvent en contact avec les gens dès la prise ou le mix, parce que j'écoute avant, je leur fais des retours, et c'est comme ça qu'on prépare bien les projets, et que les journées ici, franchement c'est que du plaisir et de l'amusement. Donc le mastering, c'est la cerise sur le gâteau, pour répondre à ta question de façon simple. Très bonne réponse. On a parlé un peu de manière générale du mastering, de ton studio. Est-ce qu'on peut en venir un peu plus précisément à ton matériel ? Qu'est-ce que c'est un peu le cœur de ton système ? Je vois un Pyramix derrière toi, est-ce que je me trompe ? Tu te trompes pas du tout, tu es bien renseigné. Alors, je vais peut-être te présenter un peu plus les machines et le studio. Alors, c'est vrai que nous, depuis pas mal d'années, on est fidèle à Merging, donc la marque suisse de logiciels. Donc, toutes nos cabines sont équipées de logiciels Pyramix. C'est ce qu'on a trouvé de mieux pour tout ce qui est lecture, enregistrement et surtout gestion des exports pour gérer un peu tous les formats. C'est vraiment là-dessus qu'on se réfère. Donc, au cœur de chaque studio, il y a un système Pyramix. Maintenant, alors, pour aller sur des trucs un peu techniques, c'est vrai que tout passe par le protocole AES-67, c'est-à-dire que via le réseau, toutes les données sont envoyées et reçues. Donc c'est un câble réseau au fait qui relie les interfaces qui sont derrière, ici, là, l'Orus, et puis dans le B, l'API, et qui nous permet d'envoyer tout le signal dans le Pyramix, toutes les liaisons AES ou analogiques. Ça, c'est la partie informatique. Évidemment, tout ça, après, est fait avec un système de réseau où on se partage les disques entre les différents studios, ce qui nous permet de travailler sur les projets. Souvent, moi, je fais le mastering ici, et puis en bas, l'assistant s'occupe de tout ce qui va être montage, la gestion des exports dans le studio B.
Après, ça fait quelques années qu'on a investi donc dans une console Mazelec, qui est une superbe console de mastering, qui me permet au fait très facilement de choisir les machines que j'utilise. Là où avant, on utilisait un système de patch qu'il y a derrière moi avec du FRB. Donc on commutait le choix des machines, que ce soit en bleu, c'est tout ce qui est numérique, et puis en gris, c'est tout ce qui était analogique. Donc on branchait en direct dessus. Là, grâce à la console, on a juste à appuyer sur un bouton et on appelle directement les EQ, les compresseurs, les spatialiseurs. Donc toute la partie analogique est gérée ici. Et en fait, j'ai deux consoles. Donc j'ai une console Mazelec et j'ai une console Manley aussi qui gère ce rack ici. Et donc sur la console Mazelec, j'ai 6 inserts, sachant que des fois il y a plusieurs machines quand elles sont hard bypass qui sont chaînées les unes derrière les autres. Donc des fois j'ai 2-3 machines dans un plot d'inserts. Et derrière, sur la Manley, il y a 8 inserts. Donc c'est ce qui permet d'avoir autant de machines et d'y accéder très facilement. Et donc en gros, j'ai tout sous la main. La partie digitale se gère au patch via les FRB. Et puis toute la partie analogique, je la pilote à la main avec les consoles. Donc j'ai juste à appuyer pour avoir la machine que je veux utiliser. Et je vois 2 claviers. Est-ce que tu as 2 ordi pour faire lecture et enregistrement ou tu es tout sur une machine? Alors oui, ça nous servait auparavant quand on se servait pour piloter par exemple des fichiers en haute résolution sur la station 2 et pour les recorder par exemple en 44 sur la station 1. Maintenant en fait, vu qu'on fait tout en haute résolution, qu'on a du 88.2 ou du 96, on garde la résolution d'origine pour pouvoir faire du mastering HR. On utilise principalement la station 1. La station B nous sert plus de station de secours et puis pour piloter tout ce qui est M6000, pour piloter justement ce qui est Horus. Et dans certains cas, quand je fais du travail de vidéo, ça me permet j'utilise quasiment jamais l'écran acoustique qu'il y a devant, parce qu'au fait je me suis rendu compte qu'en descendant l'image, l'image elle est tellement belle et tellement grande que tu es happé par l'image et au fait tu oublies un peu ton travail de son. Et moi quand je fais du travail à l'image, je préfère m'ouvrir une petite fenêtre dans le Pyramix, avoir une petite vision qui me permet quand même de voir ce qui se passe à l'écran, mais de ne pas être trop capté par cette image-là. Donc le S2 nous sert plus pour lire de l'image en fait. Voilà, parce que là on le voit pas, donc il y a un vidéoprojecteur et donc un écran de projection, et on voit pas aussi que tu as d'autres enceintes. Enfin on voit l'enceinte centrale. Tu as la particularité aussi du coup de faire pas mal de 5 points. Alors tu travailles sur quel projet principalement? Des musiques de films? Alors, non, parce que souvent les musiques on en a fait quelques-uns, mais c'est vrai que on a fait le film Enfermé dehors avec Dupontel, on a fait toute la musique en 5.1, où là on a fait le mixage et le mastering en 5.1. À l'époque, on avait une console Sony, une DMX R100 ici, qui nous permettait de faire ce genre de choses. Après, sur ce qu'on fait sur les musiques de film, c'est souvent des BO, donc qui restent en stéréo. Donc le travail pour le film en multicanal est fait dans des Audi de mixage film. Et ici, moi, je fais uniquement le mastering de la BO qui elle est stéréo. Ce qu'on fait en 5.1, c'est avec tout ce qui est pour le DVD. C'est essentiellement, on a beaucoup travaillé pour Ibrahim Malouf là, pour son coffret de 5 DVD là, des 10 ans de live, où il y avait quand même 5 lives à faire, à masteriser en stéréo et en multicanal. On l'a fait pour Michel Jonas aussi pour son album live, où derrière il y avait un DVD qu'il fallait faire en multicanal. On l'a fait pour ce type de projet où en fait on fait à la fois le mastering stéréo et on a besoin derrière de faire un mastering 5.1. Mais on a fait aussi pour Lilywood on the Prick aussi ce qui est à la Géode, le live qui tournait à la Géode, qui était en 5.1, a été masterisé ici. Après on le fait pour des pubs, un peu pour du ciné, pour quelques films aussi on l'a fait, qui nous demandaient de faire un mastering spécifique en 5.1 où on reçoit les stems du film et on le fait. Très honnêtement, on l'utilise pas, le 5.1 c'est vraiment pas l'activité principale par rapport à ce qu'on fait. Mais l'idée de faire une cabine 5.1, c'était justement le fait d'être déjà à Bordeaux, un peu excentré de là où ça se passe, c'était quand même avoir une corde à notre arc qui nous permettait, si on avait des demandes comme ça, typiquement par exemple pour le projet que j'avais fait avec Michel Jonas sur son live, j'avais masterisé d'abord son disque studio et après on a masterisé le CD live et après il y avait le DVD à faire, donc de pouvoir répondre à cette demande-là, c'était forcément un plus. Mais on n'en fait pas énormément. Très bien.
On va continuer un peu sur un peu de geekage audio. Donc on a dit que tu avais donc une Manley Bone et une console Maselec comme centre névralgique de ton système. On voit que tu as beaucoup de matériel et tu as notamment beaucoup de DAC, c'est ça? Alors comment toi tu vois les DAC dans ton travail? Est-ce que c'est vraiment une palette de couleurs en plus? Alors oui, pour moi c'est important. Alors c'est vrai qu'ici nous on utilise les laveries, on a le gold, le quintessence, on a les Forcell, hein, on a des DA, et après on a aussi les convertisseurs de la M6000 qui a des AD-DA. Oui, pour moi c'est important et très honnêtement la possibilité de faire des chaînages aussi lourds avec autant d'outils sont rendus possibles ici parce que c'est vrai que toutes les parties... Alors bon, on a fait un énorme travail sur l'acoustique, hein, c'est une pièce qui faisait 75 mètres carrés nue et il en reste à peine 30, donc il y a un énorme travail de traitement acoustique. Hein, t'as 4 tonnes de plâtre, t'as 300 kg de sable qui sont derrière les enceintes, au fait, là, qui sont derrière remplis de laine de roche. Au fait, il y a un bass trap qui accède ici. Mais il y a surtout un gros poste qui concerne tout ce qui va être câblage électrique, onduleur, transfo d'isolement, qualité de câble. Donc on est en Vovox ici, on a de l'AudioQuest. C'est à partir du moment où tu as toute cette chaîne-là qui est en place et qui est de ce niveau-là que tu vas commencer à percevoir la différence entre un Forcell, un Gold, qu'est-ce qui va être mieux sur une sortie, est-ce que tu utilises le quintessence ou autre, c'est là. S'il n'y a pas tout ça derrière cette ossature-là, très honnêtement, ces différences quand même de convertisseurs quand tu es sur des machines de ce niveau-là, à ce prix-là aussi, ça reste quand même assez subtil. Nous, l'idée d'aller vers cette qualité de convertisseur, pour te l'expliquer aussi de façon assez simple, c'était quand on accueillait des gens qui avaient l'habitude d'aller masteriser ailleurs, à Paris ou beaucoup en Angleterre, aux États-Unis. Souvent, la discussion des ingé-sons portait sur la qualité des convertisseurs. Et avant, on n'avait pas ça, on avait un Mytech, après on a eu un Universal Audio. Et le fait de ne pas avoir la machine au top du standard, ça faisait que vite, dès le matin, on commençait à avoir ces discussions-là. En gros, de partir sur des laveries Gold, quintessence, en gros, le Graal et bon, ce qu'il y a de mieux. Ça permet aussi de ne pas perdre de temps à discuter ce genre de questions et d'avoir des convertisseurs comme ça. Très honnêtement, ça amène un plus. Alors surtout le DA, moi le quintessence, je trouve vraiment incroyable au niveau du détail. Je l'entends sur les musiques acoustiques, etc. Ça amène plein de choses. Mais comme je te le dis, pour qu'on entende tout ça, par rapport à ce qu'on avait avant, il faut qu'il y ait vraiment un chaînage de fou. Et il faut aussi que la captation, la prise et le mix soient incroyables pour que ça amène une énorme plus-value. Moi, pareil, sur l'audio, je crois beaucoup à la chaîne, un peu comme on disait au début, c'est pas juste l'AD ou le DA qui fait tout d'un coup que le mastering, la grosse différence au mastering. C'est plus le global, la station, la console, le câblage, l'onduleur, les transferts, tout ce que je t'expliquais, qui pour moi joue. Et donc pour profiter de ça, je le vois avec beaucoup de mixeurs qui ont des fois investi pas mal sur des sommateurs par exemple ou sur des convertisseurs pour chez eux, et puis je vois que souvent au bout de 2 ans ou 3 ans ils le revendent parce qu'ils me disent j'ai jamais entendu la différence, et ils préfèrent acheter un truc plus utile, un compresseur, un EQ, un truc où ils bougent les boutons et il se passe quelque chose. Des fois le sommateur ils me disent mais je n'entends pas ce que ça fait, pour moi c'est de l'argent dépensé pour rien. Voilà. Très bien. On va pas revenir sur les câbles, sinon on va faire trembler YouTube, mais on va parler de l'acoustique parce que là c'est quand même du beau boulot. Donc tu en as parlé un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a des enceintes montées dans un mur qui est soft mounted ou hard mounted? Qu'est-ce qu'on a derrière toi? Alors en fait, si tu veux, derrière, le petit secret c'est que tu as, je sais pas si tu vois la caméra, mais là en fait il y a une ouverture qui te permet en fait d'accéder à la partie arrière, qui est donc des cloisons de placo, alors qui ont la particularité d'être montées. Je donne un peu les secrets, qu'ils ont montés sur des armatures en métal avec du liège, au fait, qui permet d'éviter, si tu veux, les vibrations. Et c'est des couches croisées de placo dans lesquelles on a créé des encastrements. On a posé les enceintes dedans. Et à l'arrière de ce bass trap, tu accèdes. Et c'est là où on a l'arrière des enceintes et on a rempli de laine de roche tout l'accès, au fait, arrière. Tu t'en rends compte quand tu vas dans le local technique et que tu vas au fond, ce que tu m'avais ouvert tout à l'heure, où il y a toutes les machines et toute la partie nodale qui est donc de l'autre côté du studio. On parlait donc d'acoustique, un sujet hautement important en mastering. On peut aussi parler du coup de tes enceintes, puisqu'elles s'intègrent parfaitement à ton studio ici.
Oui, alors on a la particularité d'avoir choisi le système d'InAudio. C'était un choix pareil qui a aussi été lié pour des histoires de budget. Parce qu'on avait pensé à d'autres systèmes au début, vers des TAC, il y avait les PMC aussi qui faisaient des systèmes qui nous donnaient un petit peu envie. Moi j'avais envie d'avoir des systèmes qui soient le plus droit et linéaire. Alors c'est vrai que ce n'est pas des systèmes très courants en mastering. Il y a quelques studios aux États-Unis qui sont en mastering, qui ont des M3. Il y a pas mal de studios de mixage qui sont avec des d'InAudio M3. La particularité, c'est quand on a eu cette pièce, l'acousticien, donc qui est David Argeliès, on lui a donné aucune contrainte. La seule chose qu'on demandait, c'est de préserver la lumière du jour pour avoir la vue là sur l'église derrière. Et là, par exemple, il y a un super soleil, on voit le ciel bleu, c'est quand même très agréable. C'est la seule contrainte. Ce qui fait qu'il a pu vraiment donner libre cours à son envie pour faire la meilleure cabine possible en termes d'acoustique. Et si tu regardes l'angulation des tweeters, la cabine elle est disposée, donc les enceintes sont légèrement inclinées pour que quand on est ici au sweet spot là, pile en dessous au point d'écoute, on a pile le tweeter qui arrive dans l'oreille. Et c'est vrai que cette cabine, elle a une écoute qui n'est pas flatteuse, qui est extrêmement droite, mais qui fonctionne très bien. Et c'est vrai que les ingénieurs du son sont très fans de l'endroit parce qu'ils sont en confiance. Et souvent, ce qu'ils me disent, ce qui est bien chez toi, on n'est pas trompé. Ici, le système, il est dur, il fait mal, ça ne fait pas forcément plaisir, mais quand on part, après, on est content et on n'a pas la déception post-mastering. Ça, c'est ce qui a beaucoup joué aussi sur l'image et la réputation de Globe Audio, c'est d'avoir un système qui soit droit. On en revient sur la conversation de tout à l'heure. Si tu bosses en analogique, chaque jour tu accueilles des artistes et déjà avec des horaires qui sont quand même bien complexes pour moi, si derrière le téléphone se met à sonner parce que ce que tu as fait ça va pas et il faut recommencer, pour moi c'est injouable parce que chaque jour j'ai un nouveau projet, des nouveaux artistes qui arrivent. Donc j'ai besoin d'un système qui soit droit, fidèle. Et petite anecdote sur l'acoustique, mais qui est intéressante, c'est qu'en fait, là, donc on est sur un étage. En dessous de nous, en fait, c'est une dalle de béton, puisque en dessous, on a ce qui est notre atelier, en fait, donc on a presque 3,50 m de hauteur. Et en fait, la chape est donc désolidarisée du sol, ce qui fait qu'en réponse au niveau des basses, on est complètement coupé. C'est un peu comme si on était, c'est même mieux qu'être monté sur des ressorts en ayant monté une dalle sur des ressorts. C'est que nous, on est sur une dalle au-dessus du vide. Et comment c'est découplé alors du coup? C'est découplé parce qu'il n'y a pas de transmission, puisque la dalle ne touche rien. C'est une dalle qui est portée, qui est la porteuse sur le bâtiment. Et ça, pour les basses, on avait un moment accueilli la société Trinov, que tu connais, qui fait des très bons systèmes correcteurs acoustiques. C'est vrai qu'ils nous ont prêté leur système pour qu'on l'évalue. On n'a pas trouvé ça forcément inintéressant, mais quand ils ont posé leur micro et qu'on a fait l'analyse ici, ils nous l'ont même dit. Ils ont dit, à part dans le bas où il y avait un tout petite correction, ils nous ont dit, il n'y a rien. Et moi, honnêtement, le système Trinov, je l'ai gardé un peu pour faire des tests, mais en fait, ça n'amenait rien à notre écoute ici. Autant, je pense que ça peut être très utile. Je sais qu'il y a beaucoup de boîtes de post-prod, beaucoup de studios qui s'équipent avec ça, quand il y a moins de possibilités acoustiques. Mais nous, on a quand même fait les choses dans l'ordre, dans le sens où, quand on a ouvert ici, donc après 1 an et demi de conception et 2 ans de travaux, on a tout misé sur cette partie acoustique. C'est que cette partie acoustique n'a jamais bougé depuis 2005. Et pour info, ça va peut-être te faire rire, mais quand on a quand on a démarré les tests pour le live de Noir Désir, où ils ont essayé plusieurs studios, on avait 3 machines ici. C'est-à-dire qu'on avait la console DMX qui était devant, mais en termes de travail, j'utilisais l'EQ Manley. On avait le SPL qui est là, et le moteur de la M6000. C'est-à-dire que là, c'est vrai que tu arrives dans un Globe Audio où il y a énormément d'outils et plein de choses autour. C'est chaque année où on a pu, on a continué à investir. Mais quand on a ouvert ici, et ça pareil, tous les mixeurs qui ont connu, ou les artistes qui ont connu ici au départ, c'est ça qui était aussi un petit peu compliqué au départ, c'est qu'on avait tout mis sur l'acoustique, mais on avait 2-3 machines. Et vite, la réflexion, c'était, mais comment tu vas faire pour t'en sortir? T'as que ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas le choix de couleur d'EQ. J'avais qu'un EQ, c'était le Manley. Tout se faisait après avec la M6000. On avait quand même peu de choses. La chance, c'est qu'après, la sauce a pris. Et puis, au fur et à mesure, en gros, c'est pas compliqué. Ça fait 20 ans qu'on existe. Chaque année où on a pu, on a investi dans une machine. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir une cabine équipée comme ça. Et c'est aussi parce qu'on a eu un rythme de quantité de projets hallucinant qui nous a permis de monter un peu en échelle. Mais
on voulait pas faire l'erreur, mais souvent les gens quand ils démarrent un projet, ils vont mettre les sous qu'ils ont ou le crédit qu'ils font, ils vont le mettre sur les machines. Le problème c'est qu'après quand le studio commence à tourner, tu n'auras jamais le temps de te réinvestir comme ça, de refaire des travaux, de refaire une acoustique. Donc nous, on a pris ce risque-là, c'est-à-dire de faire une acoustique top et après au fur et à mesure d'équiper. Voilà pourquoi dès le départ, alors on avait le petit studio de 97 à 99, de 97 à 99 dans le petit local et après jusqu'en 2005, mais ici on a tout de suite démarré avec un endroit assez poussé, quoi. Un choix judicieux, il me semble. En tout cas, oui. Voilà, tu as quand même aussi cette particularité d'avoir beaucoup de machines. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as devant toi? Les EQ, par exemple, que tu utilises, je vois que tu en as pas mal. Hein. Tu as donc le Manley passif, tu as du Maselec, tu as aussi du multiband, un Chandler, c'est ça? Oui, alors en effet, on a, c'est ce que je disais, moi j'aime bien avoir pas mal d'outils. Quand on me demande souvent lequel je préfère, je te répondrai c'est un peu comme tes enfants, il n'y en a pas un que tu préfères à un autre. Moi je les aime bien, je les aime bien tous. C'est vrai que c'est un luxe, mais c'est aussi ça qui permet de faire ce qu'on fait tous les jours et d'arriver à satisfaire aussi tout le monde. Franchement, la plupart des jours, j'utilise 70-80% des machines, mais il arrive aussi que toutes les machines servent dans la même journée. Donc ici, que ce soit dans les 3 cabines, il n'y a aucun outil qui est là et qu'on garderait pour la frime ou pour la regarder, parce que les machines qu'on n'utilise pas, ça fait bien longtemps qu'on les a vendues. Les machines qui sont là, elles ont tous une utilité. Alors pour revenir sur les EQ, de façon assez simple, c'est vrai que moi je travaille énormément avec le Chandler, le Curve Bender, que je trouve incroyable en couleur, pour l'air et tout. C'est vraiment une machine qui est top, qui marche très très bien. Dans le B, on a un Avalon qui amène aussi quelque chose d'assez magique dans l'extrême aigu, que je trouve super bien. Autant dans le bas, je suis pas forcément très fan et je l'utilise pas, mais dans l'extrême aigu, c'est vraiment super beau, super chaud, super musical. Donc voilà, c'est des machines que j'utilise pas mal pour ça, et toute la bande médium est assez dingue. Maselec, à l'inverse, c'est une machine qui est pas sexy du tout, qui a pas de couleur, mais par contre niveau précision, quand tu veux aller nettoyer quelque chose ou amener une présence sans amener de couleur, c'est le bon cheval. Ça marche très bien. TubeTech, c'est vrai que pour la coloration, c'est super beau de travailler avec des shelves sur une machine stéréo. Ça permet de faire quelque chose à l'instinct qui est super agréable et hyper musical. Pour la petite anecdote, moi je travaillais avec TubeTech et ils ont fait essayer à plusieurs ingés de mastering cette machine-là quand elle était en conception. Et ce qui est bien, c'est que moi j'avais fait un retour sur quelques points que j'aurais aimé améliorer. Et la machine, quand ils l'ont sortie, elle correspondait un petit peu à ce que moi j'attendais. Bon, après, ils ne nous l'ont pas offert, ça c'est dommage, mais on a pu quand même avoir un outil qui, moi, correspond très bien à ce que je fais. Après, j'utilise beaucoup l'API pour tout ce qui est batterie, dès que je cherche de l'impact et tout. Voilà, sur les EQ principaux. En bas, il y a un Elysia aussi que j'aime bien au niveau de la couleur, que je trouve assez intéressant. Après, l'EQ qu'on a, par exemple, le Neumann, là, c'est un W495 stéréo qui est customisé avec des transfos de V72 Telefunken. C'est une machine très colorée. Honnêtement, j'égalise très rarement dedans. Je m'en sers plus pour passer à travers et amener une petite couleur médium. Donc ça, c'est pas une machine. Ça, c'est le genre de machine que j'utilise des fois sur un titre ou deux dans la journée, mais que j'utilise rarement en tout. Et puis, je fais pas grand-chose dessus puisque c'est passé à travers. Le Manley, pareil, le Massif Passif, comme c'était l'EQ principal avant, je l'ai énormément utilisé au début sur tous les albums que je faisais, sur les Cocoons, sur tous les Noirs Désirs. Ça, j'ai beaucoup travaillé avec cette machine. Maintenant que j'ai d'autres outils, d'autres choix, je l'utilise peut-être un peu moins à l'instinct comme ça, mais pareil, c'est une machine que je me sers pour colorer ou sur certains projets où je veux faire quelque chose d'un peu différent, travailler les tubes, je vais l'utiliser de cette façon-là. Mais en gros, voilà, et d'ailleurs, si tu regardes un peu mon setup, et tu vois, je cache rien parce que sur le site, même, je mets les machines que j'utilise et tout ça. Bon, il y a des machines que Bertrand, qu'on a customisées, il y a des choses qu'on a fait améliorer aussi avec des gens qui travaillent avec nous, etc. Mais je cache rien de ce que je fais. Tu te doutes bien que les machines qui sont face à moi, c'est celles que je touche le plus, et celles qui sont un peu plus ici, c'est celles où je vais juste appeler un insert parce que je suis sur des choses un peu plus automatiques dedans. Bien sûr. Alors, tu as dit que tu utilisais peu de plugins. Et que tu étais beaucoup en analo, mais tu triches un peu parce que tu as du Vice juste derrière toi, n'est-ce pas? Alors les Vice, c'est pas des plugins. Hein. Les Vice, c'est des hardware. Mais et d'ailleurs, justement, petit débat, mais par rapport à ce qu'ils ont sorti justement en plug, pour suivre évidemment pas mal de forums de mastering, je vois que beaucoup d'ingés sont quand même revenus aux versions hardware. Alors moi, je suis pas non plus un ayatollah du son, c'est-à-dire que je suis pas comme certains qui vont jurer que par analogique, en disant que le numérique est nul et que ça fonctionne pas. Très honnêtement, le Vice, on a la chance là d'avoir maintenant l'EQ Vice qui est en version dynamique, que j'ai en MS.
pour tout ce qui est DSing, nettoyage de bas et tout, c'est fantastique. Travailler avec un EQ dynamique comme ça en face de moi, ça j'utilise tout le temps. Ça, j'adore. Pareil, le DS1, je trouve que c'est une machine incroyable pour faire du multiband, de la précision, des fois pour du DSing. On a aussi ça. On a toutes ces machines dans le B, c'est ça. Le B est très très équipé en Vice. On a eu la chance de récupérer un studio, de récupérer beaucoup de matériel Vice d'un studio. Donc on est très équipé en Vice. Et c'est vrai que pour moi, c'est pour construire un studio de mastering, vraiment Vice et Mazelec, c'est les machines sur lesquelles il faut y aller. C'est des machines pas forcément sexy, qui jouent pas la couleur, mais en termes de fiabilité, de qualité audio, transparence, c'est extra. Donc il y a ça, mais j'utilise quand même des plugs. J'ai des Sonox, j'ai des Flux, et alors j'utilise rarement, mais par exemple si un master est validé et l'artiste me dit c'est super, mais j'aimerais avoir, tout est nickel, mais j'aimerais avoir juste un poil d'air, est-ce que tu peux retoucher? Est-ce que tu peux juste faire ça? Si tout le master est validé, que je sais que j'ai fait un chaînage très compliqué, etc., à ce moment-là c'est aussi simple de reprendre un plug, de l'ouvrir et puis d'aller corriger comme ça. Pareil, si on me demande un poil plus de niveau, quand tu as tourné tout le mastering, que tout l'album est validé, qu'on te demande juste un titre avec un dB de plus, tu vas pas prendre le risque de te retrouver ton chaînage, tu vas jamais arriver exactement sur la même chose, la même couleur et tout. Il y a des cas où soit j'ouvre un plug et puis je mets, après ça reste des réglages de mastering, donc des fois c'est 0,2, des fois c'est 0,5 dB qu'on met sur un gain de track, donc quand c'est ça, je le fais en interne dans le Pyramix et j'utilise quand même des plugs, donc je suis pas non plus bloqué sur ça. Mais comme les appareils à bande, je suis fan de ça, mais on l'utilise pas tous les jours, donc j'ai bien conscience que c'est pas des choses, ça sert à rien d'essayer d'imposer ça à des gens qui de toute façon n'ont pas accès à ces machines-là et qui n'auront pas le budget non plus pour aller tourner leur mix dessus. Et en parlant de niveau, alors comment tu atteins toi la Sony que veulent les clients? Je vois un Better Maker derrière toi, je vois aussi un Pendulum Audio. Qu'est-ce que tu utilises notamment comme limiteur? Est-ce que tu utilises des plugs ou tu restes beaucoup en analogique pour avoir du niveau avec tes convertos par exemple? Moi, je suis dans cette approche-là. C'est-à-dire que j'essaie de contrôler au maximum avec les multibandes, avec des signes pour freiner un peu tout ce qui va être crête du signal, pour pouvoir un peu le préparer. Alors des fois, j'ai des signaux qui sont déjà très préparés, mais des fois, j'ai beaucoup d'ampleur, donc je les réduis un peu, je les freine. Et après, je rentre fort. Souvent, alors pareil, il n'y a pas de généralité. C'est vrai que des fois, je peux utiliser le Better Maker. Des fois, je vais rentrer pas trop fort et dans la 6000, je vais aller chercher quelques dB de plus. Mais quand même, pareil, allez, peut-être pour donner un chiffre, peut-être 80% des masters que je fais, je les tape au bon niveau sans avoir à les corriger derrière, parce que j'ai pas l'impression, j'ai fait plein de tests et je me rends compte que c'est ce qu'il y a de mieux, et je les rentre fort en tapant fort dans l'AD. Et en fait, j'ai des AD qui me permettent de rentrer fort dedans, je rentre fort dedans et derrière je recorde. Derrière, j'ai un limiting mais qui est souvent désactivé ou qui n'est pas forcément, qui n'intervient quasiment pas, et je tourne directement dans le Pyramix. Donc souvent, c'est pour ça aussi que j'ai autant d'outils, parce que le son et le niveau, je le fais comme ça. Et pour revenir sur ces histoires de dynamique, pareil, je me rends compte que par rapport aux problématiques qu'on avait déjà abordées sur le niveau des plateformes, de YouTube, du streaming, ça je le vois par rapport aussi aux artistes qui reviennent ici et qui ont fait des expériences avec du Lander ou du mastering au plug, etc. C'est que ton master, si tu le fais en analogique et tu le fais bien, c'est que j'arrive souvent à gagner 10-15 dB peut-être de niveau absolu, si tu veux, par rapport au mix, ça dépend du niveau qu'on m'a fourni, mais surtout j'arrive à recréer de la dynamique de l'ordre de 7, 8, 12, des fois 15 dB de plus de dynamique. C'est ça qui va faire qu'après, le fichier masterisé va vraiment sonner bien, c'est-à-dire qu'à la fois il va être plus fort, mais surtout il va être plus dynamique. Et ça te prévient d'un truc, c'est qu'après quand il sera mis dans les moteurs, et tu sais comment ça fonctionne de toutes les plateformes de streaming ou de YouTube, etc., on préservera une certaine dynamique. Et donc pas faire un mastering au détriment de ça. Et c'est souvent, malheureusement, c'est pour ça que je me méfie toujours un petit peu de tout ce qui est plug et d'outils informatiques, parce que ces outils-là, ils ont toujours tendance à écraser. Alors sur le moment, c'est impressionnant parce que tu as un niveau absolu qui est fort, mais en fait, le signal, il est écrasé. Donc derrière, quand il passe dans les plateformes, ça fonctionne plus. Alors parlons justement de loudness. Comment toi, en 2021, tu abordes le sujet avec tes clients? Comment le sujet vient? Est-ce que tu as encore des demandes de Sony très très élevées? Non, et ça, tu l'as un petit peu résumé au début de l'interview. C'est vrai que ce qui a changé, c'est que, certainement que moi j'ai dû progresser aussi dans mon approche, dans ma façon de faire. Je pense que je suis aussi plus ouvert aux demandes ou à ce que les artistes veulent. Mais ce qui change surtout, c'est que
comme les artistes ou les ingé-sons ont souvent pas mal entendu parler d'ici ou écouté des choses qui ont été faites ici, bah, tu parlais, oui, c'est vrai que ce soit les SCH, que ce soit voilà, les disques ça peut être ce qui a été fait avec Malouf, ça peut être voilà, plein de projets qui sont sortis d'ici et qui sont reconnus en son, font que quand ils viennent, ils sont déjà dans une certaine confiance, c'est-à-dire qu'ils ont écouté ces titres, ils les connaissent, ils sont assez rassurés et au fait ils te laissent la main. Les fois où je me suis fait avoir sur ces histoires de Loudness, c'était il y a pas mal d'années, mais c'est des moments où les artistes sont venus ici, où les ingé-sons avec souvent des références et te demandaient d'atteindre absolument la référence de tel ou tel disque qu'ils avaient amené. Le problème, c'est que tu as une matière qui ne te permet pas de régater vers ça. Et ça, c'est une erreur. Et maintenant, alors, je ne te dis pas que je me fais jamais avoir, mais je suis quand même extrêmement prudent et j'essaie de me faire confiance à l'instinct, d'aller vers où je trouve ça raisonnable. Alors, c'est ça qui est toujours un petit peu compliqué. J'arrive pas toujours à me l'expliquer parce qu'il y a des jours où j'arrive très facilement, en effet, à gagner du niveau, de la dynamique et j'ai un super RMS et je sais que ça va fonctionner. Et puis il y a des jours, vite quand tu commences à lâcher un peu de niveau, ça commence à tordre, tu commences un peu à écraser et ça fonctionne même moins bien. C'est là où la matière qu'on t'amène est vraiment déterminante pour aller vers ça. Et après j'essaye et quand je vois que je peux pas trop aller vers ça, je suis très clair avec les artistes et je leur dis voyez par rapport à ce que vous m'avez donné, je pense que c'est une erreur d'aller vers ça. Et souvent je fais l'exemple de leur faire tourner, et souvent au début de la session, même quand on est à distance, je vais faire 2 versions, si tu veux, une version au niveau que moi je sens raisonnable, et une version par exemple avec 1 dB, 1 dB et demi de plus, et je leur laisse écouter. Et ce qui est bien, c'est que là c'est eux qui tranchent, et c'est eux qui se font la vie, et ils se rendent compte vite que quand tu es déjà très fort et que tu as une matière qui n'était pas hyper possible à pousser, et ce petit dB, il amène pas grand chose. Et comme ils s'en sont rendus compte par eux-mêmes, derrière tu as un petit peu réglé le truc. Voilà comment j'essaie de faire beaucoup avec du dialogue, de l'explication, mais autant c'est des problèmes qu'on avait il y a une dizaine d'années, autant maintenant les gens en ont quand même beaucoup entendu parler grâce à ta chaîne YouTube et aux tutos que tu fais sur le Loudness War. Ça permet aux gens d'être informés, que les gens savent mieux ce que c'est, et ils sont quand même plus ouverts tout en essayant d'aller quand même souvent au maximum. C'est rare que dès le départ ils te disent moi je veux pas du tout de niveau ou ça m'intéresse pas. Souvent ils vont te dire le niveau c'est pas le plus important, mais je veux que je sois aussi fort quand même sur les plateformes que tous les autres. Donc c'est souvent un petit peu aussi un petit double discours. Donc là c'est à l'ingé de mastering de savoir où se placer, mais ça dépend tellement du style que pour moi la question du niveau en soi c'est tellement lié au style, à ce que tu reçois comme mix que voilà, moi j'essaie de travailler, de penser à la musique si tu veux avant tout ça. Pour en revenir à SCH, si je me trompe pas, tu avais eu le contrat, l'album donc sur un concours, c'est ça ? Oui, alors par exemple, ça arrive assez souvent, mais c'est arrivé ce que je te disais sur les premiers tests avec Noir Désir, sur Benabar il y a eu ça, sur Mylène Farmer aussi, c'est des choses qui se font, on le fait là sur plein de groupes qui hésitent à venir ou qui ont entendu parler d'ici mais qui ont des habitudes ailleurs, et donc ils masterisent un titre. Bon, donc voilà, moi c'est une opération c'est pas une opération qui est offerte, c'est une opération qui est facturée. Donc moi je fais, en gros c'est à peu près 3/4 d'heure, 1 heure de travail à peu près, tout dépend du temps que tu y mets, ou des fois 2 heures quand les titres sont compliqués. On fait le master, et puis derrière, souvent ils ont fait travailler plusieurs studios, et puis après ils choisissent. Et ça c'est un bon indicateur parce que alors ça marche pas à tous les coups, il y a des fois où les gens, ça fonctionne pas, il y a des fois aussi où on m'a dit qu'ils trouvaient ça mieux, mais que par rapport au pré-master qu'ils avaient, ils trouvaient pas que ça valait le coup d'investir pour la différence. Bon voilà, ça fait toujours un peu mal, parce qu'ils disent ouais le boulot est chouette, mais on n'a pas envie vraiment de payer parce que finalement ce qu'on a ça nous satisfait. Bon voilà, après ça t'es pas dans leurs finances aussi, donc chacun fait comme il veut, mais c'est bien aussi parce que ça a permis de nous positionner bien sur la scène du mastering, et d'éviter des a priori du fait qu'on soit en province ou qu'on soit peut-être un petit peu moins connu, et puis aussi un petit peu moins cher, en pensant que c'est du travail de moins bonne qualité. Donc là les artistes envoient, on fait le test, et puis derrière après ils tranchent, et puis quand on récupère les albums c'est chouette. C'est là où la période Covid, pour nous, comme elle a arrêté beaucoup de choses,
finalement a permis à plein d'artistes et d'ingé son qui avaient entendu parler d'ici mais qui n'avaient pas le temps, qui n'avaient pas forcément fait la démarche de venir jusqu'ici, comme tout d'un coup ils étaient un peu arrêtés, il n'y avait plus de tournée, ils ont pris un peu plus de temps. Et nous, très clairement, cette période-là, finalement, nous a ouvert énormément de portes. Alors je ne me réjouis pas de ce qu'on vit ni rien, parce que c'est pas marrant non plus, mais c'est vrai que ça a permis aux gens de se poser et de plus découvrir notre travail, et ça nous a amené beaucoup d'activités. Très bien. Et dernièrement alors, sur quoi est-ce que tu as travaillé qui t'a beaucoup plu en album ou en single? Alors là, je vais faire appel à mon ordi pour aller faire un petit tour dans les dossiers pour te donner une petite idée de ce qui a été fait. Là, par exemple, mardi, on a fait un projet avec un pianiste japonais qui s'appelle Koki Nakano, donc il est sur le label No Format. Lui, c'est le deuxième album que je fais avec lui, et il travaille avec un ingé son qui s'appelle François Borin, avec qui on travaille énormément. Ça fait, c'est un super projet. Après, on a accompagné aussi un artiste d'un label qui s'appelle Banzai Lab, qui est un label d'ailleurs qui est sur Bordeaux, qui a pas mal d'artistes, qui s'appelle Yudima. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un artiste qui n'avait pas forcément l'habitude de travailler comme ça dans un studio de mastering comme ici, et on a fait un accompagnement en partant des mix, en faisant une écoute, en lui faisant des retours. Il est même venu ici avant le mastering pour pouvoir écouter en cabine et mieux comprendre les retours et voir ce qu'on pouvait faire. Et puis tout ce travail a été fait, et très honnêtement, la journée de mastering, ça a été le kiff, super projet, super journée. Moi, c'est vraiment les journées idéales, et le genre de projet qui fait plaisir quand tu passes du temps avant, t'accompagnes, t'expliques, parce qu'il y a souvent cet a priori de dire mais le mastering ça sert à rien, ou mais non mais j'ai un plan sur l'Under, ou j'ai un copain qui a ses plugs, il va le faire. Et puis ça fait plaisir quand tu prends le temps, t'expliques, et puis au final les artistes sont contants, et puis ça fait des projets qui fonctionnent bien. Voilà en gros les projets. J'ai fait aussi pas mal de musique de film. J'ai fait Le Dernier Voyage aussi là, la musique de ce film. Tu vois un peu ce qu'il y a. En gros, chaque jour on a un nouveau projet. Mais alors ça c'est aussi une question que souvent les gens me posent par rapport au fait d'être... C'est vrai qu'on est quand même beaucoup enfermé ici dans une cabine, et en me demandant comment on arrive à le vivre, et si c'est pas trop pénalisant d'être un peu tout le temps là, surtout quand il fait beau et qu'il y a d'autres choses à faire dehors. Moi, ce que je trouve... vraiment ce que j'adore dans ce métier, c'est la diversité, et c'est le fait d'accueillir des gens différents. Et ce que je trouve super, c'est une journée avec un groupe de classique. Si le lendemain tu as un groupe de métal, c'est pas la même. Le jour d'après ça va être un groupe de reggae, c'est pas la même ambiance, c'est pas le même travail, c'est pas, psychologiquement c'est pas du tout dans le même délire. Et c'est ça qui est super. Et la chance ici, c'est moi d'avoir fait des succès dans plein de styles différents, et d'être connu maintenant dans plein de styles. C'est assez marrant, parce que quand j'ai par exemple des groupes de jazz qui arrivent, quand ils viennent ici, des fois ils me disent « Mais Alexis, moi j'étais sûr que tu faisais que du jazz. » Ils pensent que là-dedans. Les gens qui sont dans le rock, entre eux, Eiffel, Noirdaise, ils pensent que je ne fais que ça. Et c'est marrant comme vite on te met des étiquettes en France sur le dos en disant lui il fait que l'électro, lui il sait faire que ci, que ça. Et souvent les studios sont un peu réputés pour un style. On te dit oui mais ça il sait pas faire, la chanson il sait pas faire. Et moi la chance c'est que d'avoir eu des références qui ont fonctionné un petit peu dans tous les styles. C'est vrai que c'est là au bout de 20 ans, c'est vrai, en faisant 200-300 albums par jour comme tu dis, c'est un petit peu difficile de te citer, même là par rapport à ce que je fais tellement de trucs chaque jour, etc., que c'est difficile forcément de parler de chaque projet. Mais ce que moi je trouve intéressant, c'est la diversité. Et aussi, ça j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais par rapport au fait d'être par exemple dans une capitale à Paris, ou bosser qu'avec des maisons de disques, des artistes établis, c'est bien, mais ça t'amène toujours un certain type de personnes ou de projets faits dans un certain standing de studio, etc., de travail, avec de la pression, des enjeux commerciaux, etc. Moi j'aime beaucoup aussi, finalement, retravailler avec le groupe qui démarre. Ils ont 16-17 ans, c'est leur premier EP, ils sont enregistrés, ils mettent leurs sous pour mixer, et puis ils se font ce plaisir de faire une demi-journée ici à Globe Audio. Je trouve ça génial. Quand j'ai une petite chanteuse qui arrive, et c'est son premier single, et elle s'est fait, pareil, elle a craqué sa tirelire pour enregistrer son premier treat, même si c'est un peu de la variété, etc. De l'accueillir ici, de faire la séance avec elle, de bien l'accueillir, de lui expliquer ce qu'on fait, quand d'ailleurs en plus le résultat lui plaît. Moi je trouve que c'est une super reconnaissance. Et
La chance d'être aussi un petit peu à l'écart en étant à Bordeaux, c'est que ça m'a permis de rester connecté avec ça. Et d'ailleurs, tous les clients historiques de Globe Audio d'il y a 20 ans, quasiment tous, alors ils viennent pas pour tous leurs projets, mais la plupart continuent de venir, continuent d'envoyer des projets ici, et on continue de se voir régulièrement. C'est-à-dire qu'on n'est pas devenu l'industrie du mastering où on gère 5 albums par jour, où moi je suis inaccessible, où de toute façon j'ai plus le temps de faire les disques, donc j'utilise justement des plugs pour faire 5 ou 6 albums par jour, etc. Ici c'est tout l'inverse. On est à l'écoute des artistes, on les accueille, on passe du temps avec eux, on délivre des projets de qualité. Et ça, moi, c'est le fer de lance de Globe Audio depuis le début. C'est rester... avoir une excellence technique de conception, d'acoustique, de machine, mais rester sur quelque chose à taille humaine, être accueillant, être accessible. Voilà. Ça, c'est pour moi super important et c'est super enrichissant. Je me rends compte que ces groupes-là aussi m'apprennent plein de choses parce qu'ils m'apprennent sur leur façon de travailler, sur ce qu'ils écoutent. Ils me font découvrir plein de trucs. Ça évite aussi d'être dans tes habitudes, de faire toujours les mêmes choses, de pas te changer. Quand t'as des jeunes voilà, qui ont 16-17 ans et quand tu vois la façon dont ils font la musique, c'est pas du tout comme moi je faisais la musique quand j'avais leur âge. Et ça, c'est intéressant de voir aussi comment ils sont, pour pas être juste dans le discours de dire ah, c'est nul, c'était mieux avant, et un peu de discours de vieux grognard. Moi, ça, je suis pas trop là-dedans. Et comment tu fais pour pas rester un vieux grognard avec les mêmes habitudes et la même façon de travailler? Est-ce que tu te formes un peu au jour le jour? Je te dis, j'essaie de rester à l'écoute. Alors j'ai la chance d'avoir 4 enfants qui sont tous dans l'adolescence, donc ils me font découvrir en hip-hop. Là, j'ai pas mal progressé, donc qui me font écouter beaucoup de choses. D'avoir ici, on a aussi, tu as dû voir en bas toujours des stagiaires, donc il y a toujours maintenant en général 2 stagiaires qui sont en plus de l'assistant, plus des freelances qui viennent de temps en temps. C'est cet entourage au fait qui te permet aussi de voir comment ils travaillent, d'écouter leurs problématiques, et ça t'évite de t'encrouter. Et puis alors pareil, moi je trouve la génération géniale parce que par exemple ce que toi tu proposes, d'avoir des chaînes, de voir ce qui se fait, de pouvoir se renseigner avec des tutos, etc. Je trouve ça super enrichissant. Donc moi c'est vrai que alors très honnêtement, j'ai pas beaucoup de temps dans mes journées et tout ça, mais j'essaie toujours, quand j'ai un petit moment, le soir, etc., d'aller regarder un truc. Ça m'intéresse de savoir les nouveaux studios qui se montent, comment les gens travaillent, d'écouter, découvrir des nouvelles musiques, etc. J'essaie de rester ouvert, quoi, de pas m'enfermer, justement. D'accord. Est-ce que tu as quelques inspirations d'autres ingé son mastering ou même des mixeurs, qui soniquement t'intéressent? Est-ce que tu as un peu des... Écoute... Ouais, après en mastering, c'est vrai que comme beaucoup quoi, mais c'est vrai que ce que fait Ludwig ou Ted Jensen, c'est vrai que ça me parle. Après, je suis aussi, je suis content c'est vrai qu'en France, on est un pays où c'est vrai on a une bonne image en termes de son, c'est vrai. Donc, ce qui est fait à Translab avec Gopher ou ce que fait Chab, et c'est des choses qui ont quand même marqué les gens. Et ça, je trouve intéressant aussi qu'en France, on accepte qu'on a des talents et qu'on peut aussi travailler chez nous. Parce qu'il y a quand même un énorme complexe de toujours... Mathieu Chédid le chantait bien avec le complexe du cornflakes, mais on fait toujours moins bien que les Américains. Et c'est vrai qu'en mastering, j'ai l'impression que c'était un peu le Joker, quoi. On a fait notre album, mais le mastering, on a un Anglais, on a un Américain. En fait, tu découvres que le mec, c'est un obscur assistant qui fait ça sur un plug ou et ça me fait toujours halluciner. Alors que, franchement, il y a plein de talents qui sont près de chez nous. Moi, pareil, je te les citerai pas parce qu'il y en a trop, mais il y a plein de jeunes qui gravitent autour de Globe Audio, qui ont entre 20 et 30 ans, qui font leurs projets, qui mixent et qui bossent super bien. J'ai eu la chance de faire l'album d'Offgang avec Michael Brower, donc voilà, et j'ai eu la chance de bosser avec quand même beaucoup de Dom Morley qui fait les Brahim Malouf, etc., de bosser sur des super mixeurs, avec des super mixeurs. Mais moi je vois plein de jeunes mixeurs qui ont 20-30 ans, qui sont en France, qui sont pas connus, qui bossent souvent, souvent beaucoup avec des ordis parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions, donc ils font tout au plug, mais qui travaillent très très bien. Et moi ça me donne plein d'espoir, plein d'inspiration aussi, parce que pareil, se lamenter sur la génération perdue, le fait qu'il n'y ait plus les studios, etc. Bien sûr que moi ça m'attriste, que c'est des lieux que j'adore, etc. Mais après, la réalité est que
les choses évoluent. Et que l'informatique, tu peux pas aller contre ça. C'est que plus ça va aller, plus les choses vont quand même se faire comme ça. Donc je pense qu'il y aura toujours des endroits comme ici, j'espère, et des studios quand même équipés avec des consoles, des lieux pour enregistrer. Mais il faut aussi accepter que les possibilités d'enregistrer et de mixer avec un petit laptop et de se déplacer, c'est aussi le futur qui arrive, quoi. Bah, il me semble que le mastering profite un petit peu de ça, dans le sens où maintenant que n'importe qui peut faire un super mix sur son laptop avec des plugs, le mastering devient le seul moment où un professionnel intervient dans l'audio. Certainement que le mastering, oui, a tiré son épingle du jeu grâce à ça, parce que je pense qu'on s'est rendu compte aussi que tout ce qui était algorithme, que faire du mastering, etc., ça n'amenait pas grand-chose. Il y a ça, mais... Là, tu parles de Lunder et compagnie, donc. Ouais, qui sont des mastering automatiques. Voilà, de tous ces systèmes de plateformes qui font des mastering automatiques. Mais pareil, j'ai l'impression que, en tout cas, pour ma part, c'est vrai que on va dire qu'il y a peut-être 4-5 ans, il y a eu en effet des gens qui sont détournés un petit peu, qui ont essayé de trouver d'autres façons de travailler parce qu'ils n'avaient plus les budgets pour payer le mastering. Finalement, quasiment tous ces gens-là, moi je vois, sont revenus. Donc je pense qu'en effet, ils se sont rendus compte que pour faire du travail de qualité, etc., il faut quand même être dans un endroit avec quelqu'un qui connaît son travail et qu'il faut aussi prévoir un peu de budget pour ça. Mais je vois aussi que sur les albums, il y a eu en effet ce moment où les gens se sont mis à faire beaucoup de choses par eux-mêmes, à faire tout avec l'ordinateur. Mais il y a quand même un retour pour d'abord le plaisir de se retrouver ensemble, de se couper un petit peu aussi du monde dans lequel on est, toujours à courir dans tous les sens, et puis que pour faire des bonnes prises de piano ou des bonnes prises de batterie, avoir un lieu, c'est quand même important. Donc moi je crois aussi plus à quelque chose d'un petit peu hybride maintenant pour le futur, c'est-à-dire que les gens ils aillent en studio faire un peu de batterie, faire un piano, après ils repartent chez eux, ils vont peut-être faire des voix, les guitares, les claviers, etc. Puis après ils vont peut-être repartir en studio et dépenser un petit peu d'argent pour aller mixer, par exemple. Je vois des groupes qui vont faire ça, qui vont faire peut-être peu de temps, mais 4-5 jours, mais par contre avec un ingé qui a de l'équipement, de l'expérience, et qui est aussi autre chose. En 4-5 jours, va faire mieux que ce qu'ils auraient mis peut-être 3 mois de temps à faire avec l'ingé son avec qui ils bossent. Ça, je l'entends aussi beaucoup ici quand les gens viennent, ils me disent mais c'est dingue, ça faisait 2 semaines qu'on essayait de bricoler sur le mastering, etc. Finalement, on n'a rien fait qui nous plaît, et puis toi, en 6 heures de temps, on a ce qu'on attendait. Et heureusement, tant mieux pour moi. Mais je crois aussi quand même que, enfin, c'est comme pour tout, c'est comme pour la cuisine, c'est comme pour ou dans la pâtisserie, ce que tu veux, c'est que c'est quand même un métier, il faut de l'expérience, ça s'apprend, il faut faire des erreurs. C'est des années et des années de pratique qui font que tu arrives à te débrouiller, que tu arrives à faire les bons choix et que tu arrives à aller vite aussi. Et ça, je pense, enfin moi j'entends aussi pas mal ici de groupes qui ont en effet des fois essayé de faire tout eux-mêmes. Au bout de 4-5 mois où ils tourneront, ils commencent aussi à avoir beaucoup de tensions entre eux parce que comme plus personne ne sait ce qu'il faut faire ou décider, remettre leur projet dans les mains de quelqu'un qui a de l'expérience et puis dépenser un peu d'argent pour ça, ils te disent ouais on a bien fait parce qu'au fait on s'en sortait plus, quoi. Je crois aussi que on est revenu, on a tous avec nos téléphones, tu vois, je prends aussi cet exemple-là, la possibilité de faire de la photo ou de la vidéo. C'est pas pour autant qu'on va, toi et moi, sortir un film avec, tu vois, un téléphone demain ou faire des photos aussi bien qu'un super photographe. Je crois que voilà, quand on fait un film, on a besoin aussi d'une équipe, de caméraman, de matériel, de dire avec un téléphone. Alors bien sûr, on peut s'amuser à faire plein de choses, mais je pense aussi quand même qu'il ne faut pas oublier que pour faire des projets un petit peu construits, par exemple, tu peux pas non plus tout faire avec juste un ordi ou un petit téléphone, quoi. Je veux pas te faire peur sur la fin de ton métier, mais Soderbergh a fait un film à l'iPhone. Oui. Donc tiens-toi prêt à être remplacé par les machines. C'est pas le seul. certains l'ont fait. Je sais qu'on peut faire, mais tu vois ce que je veux dire. Par exemple, voilà, le prochain, après avoir été reporté 3 fois, le prochain James Bond va bientôt sortir. Tu vois, je pense que des films comme ça, si tu veux faire ce type de film, en termes de, on sait que c'est des films qui coûtent très cher, mais on est d'accord que voilà, il faut l'Alexa ou la Red qui va avec. Voilà, il faut certaines choses, et après tu peux faire de la musique en effet complètement at home avec très peu de moyens, et ça j'en vois ici qui font tout dans leur champ, mais des fois des trucs assez incroyables. Mais c'est vrai que si tu veux faire par exemple voilà, une belle musique de film avec 80 cordes, je pense que quand même avec ton téléphone ça va être compliqué. Bien sûr. Écoute Alexis, moi j'ai pas d'autres questions, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Rajouter quelque chose. Oui, je pourrais te dire que
deux choses. C'est vrai que ça, c'est un petit peu justement, on parlait un petit peu des jeunes générations et de ce qui arrive derrière moi, on va dire, de toute la jeunesse. Leur donner deux choses. C'est vrai que beaucoup de gens, en tout cas quand moi j'avais fait, quand j'étais ado, voilà, je faisais beaucoup de batterie, je faisais beaucoup de piano, j'étais passionné de musique. Et même si mon père était aussi dans la musique, il y avait quand même pas mal d'inquiétudes de se lancer dans ce métier-là. Donc avant, j'ai fait une formation qui n'a rien à voir dans la logistique. Donc j'ai fait un IUT, et puis après j'ai fait mon école de son à Montreuil, à Paris. Mais beaucoup de gens m'avaient dit, beaucoup de conseils m'ont dit, te lance pas dans ta passion, tu verras, si tu vis de ta passion, ça va être un enfer, etc. et tu seras malheureux. Et ça, pour rassurer justement les jeunes, ce que je peux te dire, c'est que oui, il y a des parties, tout ce qui est partie comptable, bancaire, etc., et la gestion et l'intensité, ce que ça demande un outil comme ici. Par moments, c'est vrai que c'est dur, et le passé, les 20 années ont été pas forcément simples, tu t'en doutes, et on n'est pas encore sorti des ronces, mais ça a été compliqué. Mais par contre, le côté passion et musique, moi, je me lève le matin, j'écoute de la musique. Alors sur mon vélo, faut pas trop le dire, mais souvent, parce qu'on n'a pas le droit, mais souvent j'aime bien écouter un peu de musique quand je viens bosser. Donc je pars en vélo le matin, j'écoute de la musique. J'arrive ici, je suis enfermé dans mon studio, j'écoute de la musique toute la journée, avec ou sans les artistes. Et puis quand je rentre chez moi le soir, un de mes plaisirs, c'est d'aller me mettre un disque et d'aller écouter encore de la musique. Et donc, quand t'aimes ça, c'est pas parce que tu as envie que ta passion diminue, bien au contraire. Plus j'en apprends, plus je me rends compte que je sais pas grand-chose, et plus cet univers me passionne. Donc ça, c'est le premier truc. Et l'autre truc aussi, pareil, quand on a essayé de créer Globe Audio avec Bertrand, de monter un studio de mastering en province, les deux on sortait de l'école, on n'avait pas beaucoup d'expérience. Donc tu disais. Oui, donc je disais que pour revenir sur l'expérience, quand on a voulu se lancer avec Bertrand, donc on sortait tous les deux d'expérience à Paris. Voilà, on avait travaillé, moi j'ai travaillé à Translab, à Universal en tant qu'assistant. Bertrand avait bossé au studio Delphine, avait pas mal d'expérience aussi dans des cabines de post-prod à Paris. Mais on n'était pas, on avait peu de contacts, on n'avait pas fait grand-chose, hein, honnêtement. C'était vraiment, on sortait de l'école, on était tout frais, tout jeune, mais par contre on avait plein de motivation. Mais on s'est beaucoup fait décourager par des gens qui me disaient c'est impossible, vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas de connaissances. Déjà les studios dans les capitales c'est compliqué, mais essayer de monter un studio comme ça en étant en province, ça ne sera pas possible. Alors la blague c'était de nous dire qu'on ferait mieux de monter un shish kebab ou une pizzeria et qu'on gagnerait mieux notre vie et qu'il y avait tellement de gens qui avaient essayé que ça ne marcherait pas, etc. Et ça, quelque part, ça, au contraire, ça nous a plutôt motivés et donné la niaque. Mais je trouve que c'est dommage parce que finalement, ce projet, ça a été tellement dur, c'était tellement des nuits blanches, tellement de boulot de fou, etc. au départ, que si on avait su tout ça, ou surtout si on avait attendu pour s'y mettre, honnêtement, on ne l'aurait jamais fait. Donc, heureusement qu'on était naïfs. En effet, on rêvait, on était complètement utopistes sur plein de choses. Mais c'est aussi ça qui a fait qu'on a eu envie de faire quelque chose et qui nous a donné envie de monter un truc comme ici. Donc forcément maintenant, quand je vois des jeunes qui se font un petit peu décourager par rapport à leur projet et tout ça, j'essaie, sans forcément pareil, sans leur faire la leçon ou faire les discours d'anciens grognards, mais c'est pour essayer de leur dire, non, voilà, si tu as des rêves, c'est bien, il faut y croire, il faut te lancer, quand tu as des projets, il faut essayer, il faut rester ouvert. Et la petite satisfaction, c'est vrai que de voir que là, la sauce a pris, qu'on a des projets qui viennent tous les jours, qu'on a énormément de demandes, que les gens viennent, en parlent, sont satisfaits, les retours des artistes sont souvent assez incroyables. C'est vrai que ça fait plaisir, on se rend compte que on a bien fait de s'accrocher un peu à nos rêves d'adolescents. Voilà le mot de la fin. Merci pour ce message d'espoir et bonne continuation et bonne rentrée à toi. Merci Victor et à bientôt.